Candomblé, Santeria, Vaudou. Comprendre leurs origines et leurs différences. Malheureusement, ces traditions, bien que profondément riches, sont encore trop souvent associées à des clichés, comme la magie noire ou encore la sorcellerie. Mais en réalité, ces spiritualités sont bien plus que ça. Elles sont des trésors culturels. Et donc aujourd'hui, on va explorer leur origine, leurs pratiques et leurs particularités pour comprendre ce qui les distingue les unes des autres et aussi ce qu'elles ont en commun. Moi, c'est Kipili. Bienvenue sur Racine. Installez-vous bien, car on y va. Ces trois spiritualités, et bien que toutes les spiritualités africaines, partagent leurs racines en Afrique. Elles sont nées de traditions spirituelles des peuples Yoruba, Fon et Congo. Congo avec un K. Ces peuples ont été arrachés à leurs terres et transportés de force vers les Amériques pendant la traite négrière. Mais cependant, ces trois spiritualités et les autres spiritualités africaines se sont développées dans des contextes bien différents les unes des autres. Le candomblé au Brésil, la santeria à Cuba et le vaudou à Haïti. Commençons par le candomblé. Le candomblé est né au Brésil et tire ses racines des traditions des peuples Yoruba au Nigeria, Fon au Bénin et Bantu au Congo-Angola. Ces croyances reposaient sur une transmission orale des mythes, des chants et des rituels. Des traditions donc qui se transmettaient de génération en génération, des aînés aux plus jeunes. Et c'est donc aussi pour cela qu'il est rare de trouver des textes écrits sur ces spiritualités. C'est entre le 16e et le 19e siècle que le Brésil a reçu près de 4 millions d'esclaves africains, soit 40% des esclaves déportés dans les Amériques. Ces esclaves, qui travaillaient dans des plantations de sucre et de café, ont recréé des communautés spirituelles et clandestines pour préserver leurs traditions face à la répression coloniale. En gros, ils ont adapté leurs pratiques pour créer une spiritualité unique. Et la particularité du candomblé, c'est qu'il est resté fidèle à ses racines africaines tout en étant adapté au contexte brésilien. Ce qui rend le candomblé unique, c'est la préservation des langues africaines comme le yoruba et l'importance des orichas, ces divinités qui incarnent les forces naturelles et les qualités humaines. Passons maintenant à la santeria. La santeria, ou appelée aussi regla de ochas, est née à Cuba. Elle est également issue des traditions yoruba, mais s'est développée sous la domination espagnole. Les esclaves africains ont été amenés pour travailler dans les plantations de sucre et de tabac, où sur place, encore une fois, ils ont été forcés de se convertir au catholicisme sous peine de punition sévère. Mais bon, nos ancêtres à l'époque n'avaient pas dit leur dernier mot. Ils ont utilisé une stratégie, la stratégie de la survie. Ils ont associé leurs orichas aux saints catholiques. Ainsi, aux yeux des colons à l'époque, ils semblaient être de fervents chrétiens, alors qu'en réalité, ils continuaient simplement de célébrer leur propre divinité, mais sous le nom des saints chrétiens, quoi. Et donc, la santeria est un mélange unique de croyances africaines d'un côté et de croyances chrétiennes qu'on appelle un syncrétisme. Les rituels de la santeria incluent des prières aux saints catholiques, mais qui représentent en réalité toujours les orichas, et ça implique aussi des danses ou des offrandes. Pour le vaudou maintenant, il y a plein de types de vaudou différents, mais là je vais me concentrer, on va dire, sur le vaudou d'Haïti. Le vaudou puise ses racines chez les peuples Fon et Congo, et d'autres peuples d'Afrique aussi. Et pour le vaudou haïtien, il est également influencé par les traditions des Taïnos, les peuples autochtones à l'île. Les cérémonies vaudou incluent des prières, des chants, des danses et parfois des possessions spirituelles. Ces moments-là permettent alors aux esprits de communiquer directement avec les humains pour offrir une guidance, protection ou encore guérison. Un élément clé du vaudou est l'importance des offrandes, qui varient selon les loas qui sont des divinités. Les initiations vaudou sont longues et profondes. Elles impliquent des rituels de purification, des apprentissages, des rites et une immersion complète dans la cosmologie du vaudou. Il y a aussi d'autres spiritualités en Afrique. Par exemple, en Éthiopie, il y a la religion traditionnelle Oromo, appelée Wakefana. Ils vénèrent un dieu unique, Wak. Et cette spiritualité se concentre sur les relations harmonieuses entre l'humanité, la nature et le divin. Les cérémonies incluent des offrandes de lait, de miel et des prières sous de grands arbres sacrés. Il y a aussi par exemple le bwiti, qui est pratiqué principalement au Gabon. Ils utilisent l'iboga,
qui est une plante visionnaire, pour entrer en transe et communiquer avec les ancêtres. Les génies que vous allez trouver là-bas doivent déjà ressentir dans votre haleine le bois sacré. Là maintenant, il est l'heure de la traverser. Il est l'heure de manger du bois. Romulus administre aux initiés une première dose légère d'iboga réduit en poudre. Chaque individu réagit différemment au bois sacré et doit progressivement s'habituer à ses effets. Ces rituels initiatiques permettent d'explorer les mystères de l'âme et de recevoir des enseignements sur la vie et sur la mort. On pourrait peut-être comparer ça, pour ceux qui connaissent, à l'ayahuasca ou à d'autres plantes sacrées utilisées par les autochtones, comme le San Pedro. Il y a plein d'autres traditions et de spiritualités, mais elles sont toutes liées par le fait qu'elles sont originaires d'Afrique. La seule différence, c'est qu'elles ont évolué dans des contextes différents, dans le temps, selon l'histoire coloniale, les pays où elles ont évolué, ou encore les syncrétismes. Pour se focus sur les 3 premières religions, le candomblé, la santeria et le vaudou, il faut savoir que ce ne sont pas que des spiritualités. Ce sont des trésors culturels qui racontent une histoire de résistance, d'adaptation et de résilience. Ce sont des liens vivants entre les générations d'hier et celles d'aujourd'hui, entre l'Afrique et ses diasporas. L'histoire vivante d'une Afrique précoloniale. Bon, maintenant que vous avez les bases, je vous invite à rester connectés pour aller plus loin. Dans cette vidéo-ci, nous allons nous pencher plus profondément sur une des traditions, spiritualité, souvent redoutée et mal comprise, mais néanmoins fascinante. Le vaudou. Vaudou, ce mot évoque souvent des images effrayantes, des poupées qu'on pique, des zombies ou des rituels chelous. Mais il faut savoir que tout ça, c'est le fruit de notre imaginaire colonial et d'Hollywood. On va balayer ensemble les clichés et découvrir ce qu'est réellement le vaudou. Une spiritualité profonde, une manière de vivre, mais surtout une mémoire vivante de la résistance africaine. Pour comprendre le vaudou, il faut remonter aux sources. Cette spiritualité trouve ses origines principalement chez les peuples Fon, basés dans l'actuel Bénin et Togo, et les peuples Congo avec un K, situés dans les régions du Congo et de l'Angola. Mais le mot vaudou vient du Fon, une langue qu'on parle donc au Bénin, ce qui signifie esprit ou force divine. Chez les Fon, les Vodouns représentaient des forces naturelles et des aspects de la vie humaine. La terre, l'eau, le feu, l'amour et la colère. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Explorons pour comprendre leur importance dans la formation du vaudou. Dans de nombreuses traditions spirituelles, africaines et afro-diasporiques, on mentionne 41 divinités et les 4 éléments naturels, eau, feu, terre, air. Ces éléments jouent un rôle fondamental dans la cosmologie, car les divinités, qu'elles soient des Orichas, chez les Yoruba, des Loa, chez les Vodous, ou Vodouns, chez les Fon, sont souvent associées à ces éléments. Elles incarnent des forces de la nature ou des principes universels. Exemple, chez les Vodouns, chaque Vodun a un rôle spécifique dans la société. Par exemple, Sakpate, qui est associé à la terre, et l'esprit de la terre et de la santé. Il est invoqué pour guérir les maladies. Il y a aussi par exemple Mamiwata, qui est associé à l'élément de l'eau. Mamiwata, dont vous avez certainement déjà entendu parler, c'est l'esprit des eaux, souvent associé à la fertilité et la richesse. De l'autre côté, les traditions Congo, originaires des régions du Congo et de l'Angola, apportent une forte connexion aux esprits ancestraux. Dans la culture Congo, les ancêtres étaient et sont toujours vénérés comme des protecteurs et des guides. On considère que les morts ne sont jamais vraiment partis, mais qu'ils continuent de veiller sur leurs descendants depuis le monde des esprits. Ils deviennent des guides. Les Congos croient aussi en la puissance des Nkisi, appelés aussi fétiches ou gris-gris. Cela va dépendre de la langue. Ce sont des objets spirituels qui concentrent l'énergie divine pour guérir ou protéger. Ces objets sont souvent faits de bois, de métal ou de coquillages. En gros, c'est l'ancêtre direct des artefacts vaudous qu'on utilise aujourd'hui, comme les talismans par exemple. Il y a un point important à intégrer, est que les spiritualités africaines ne sont pas polythéistes. Et je mets l'accent dessus, car cette croyance a fait en partie en sorte que ces spiritualités soient diabolisées. Dans les spiritualités africaines, il y a un Dieu créateur. Les Loa, ou les divinités, eux sont des intermédiaires entre l'humain et le divin.
De manière grossière, on pourrait dire que ce sont eux qui gèrent les dossiers. Société initiatique, on s'adresse d'abord à Dieu, qui porte différentes dénominations, puisqu'il y a plusieurs langues. Chez nous, c'est Maou. Chez les Sénoufos, c'est Kolo-Cholo. Et personne n'est venu nous enseigner l'existence de Dieu, puisque nous sommes la religion première. Le vaudou, c'est un lifestyle où la spiritualité n'est pas séparée de la vie quotidienne, mais elle fait partie intégrante de l'organisation sociale, politique. Tout est relié. Les récoltes, les mariages, les guerres et même les décisions de justice le sont. Mais elle était encore plus à l'époque. Si vous avez l'occasion, allez voir le film Woman's King qui se passe dans le royaume du Dahomey. C'est très très bien illustré dedans. Je l'ai regardé 2 fois et je trouve que c'est un film magnifique. Et aussi dites-moi en commentaire si jamais vous l'avez déjà vu. En tout cas, moi je le trouve magnifique. Un autre aspect essentiel de ces traditions, c'est leur transmission orale. Donc, contrairement aux religions écrites comme le christianisme ou l'islam, les rituels et les récits vaudous et Congo étaient transmis de génération en génération par la parole, mais aussi directement par la voie spirituelle. Les prêtres, souvent appelés des bokonon chez les Fonds, jouent un rôle central. Ils connaissaient les mythes, les chants, les danses et les formules nécessaires pour invoquer les esprits. Et si je dois parler d'esprit, je dois parler de Ifa. C'est une divinité sans qui rien ne peut avoir lieu. C'est un système de divination parmi les plus complexes et les plus respectés. Le Fa est une société initiatique. Le Fa, à l'origine, est un médecin à Ifẹ̀, au Nigeria. Et en même temps, le Fa est une divinité. Mais c'est la seule divinité qui parle. Il est pratiqué par les peuples Yoruba, principalement au Nigeria, mais aussi dans toute la diaspora africaine. Et ce système est si puissant qu'il a été inscrit au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO. Le Fa, qui est un art divinatoire, permet de connaître le passé, le présent et le futur. Mais l'Ifa n'est pas seulement un système divinatoire. Ifa est étroitement lié à Orunmila, l'orisha de la sagesse. Orunmila est considéré comme le maître de la divination. C'est celui qui connaît le destin de chacun des êtres vivants. C'est une technique, un art, un oracle qui permet aux devins de communiquer avec Dieu à travers les orishas, les ancêtres, les défunts. Les praticiens d'Ifa, appelés Babalawo, ce qui signifie père des secrets, utilisent des outils comme les noix de palme sacrées et l'opon Ifa, qui est un plateau de divination qu'on appelle aussi la table d'Ifa, pour consulter les odous Ifa. C'est un corpus de 256 signes divinatoires. Et ce système va au-delà de la simple prédilection. Il est utilisé pour diagnostiquer des déséquilibres spirituels, guérir des maladies et aider les gens à trouver leur chemin de vie. Le Babalawo agit comme un médiateur entre le consultant et Orunmila. Le Babalawo va interpréter les signes pour fournir des conseils pratiques et spirituels. Bon, j'espère que vous comprenez petit à petit que toutes les spiritualités africaines sont intraconnectées par le fait que leurs racines se situent dans l'Afrique centrale. Et c'est pour cela alors qu'on dit que l'Afrique est la religion première. Chaque cérémonie ou célébration commence par le fait d'appeler l'Ifa à travers différents rituels. Des rituels de transe qui permettent l'un après l'autre d'invoquer l'esprit. Comme c'est une pratique qui permet de communiquer avec Dieu d'une manière, disons, directe, à travers les divinités et les orishas, l'Ifa est considérée comme la parole sacrée qui détient le passé, le futur et le présent. Il faut savoir aussi que la pratique de l'Ifa ne peut être faite que par des initiés. Les Babalawo ou Bokonon, ces prêtres qui sont appelés dans un premier temps par l'esprit, qui doivent ensuite faire un tas de rituels de purification, suivis d'un minimum de 7 ans d'enseignement dans une immersion totale du vaudou. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. On ne peut pas se réveiller un matin et se dire « Ah ben, je vais devenir devin et je vais travailler avec la table d'Ifa ». Il faut avoir été choisi, désigné, par l'esprit d'abord. Dans les cérémonies vaudou, les tambours occupent une place centrale. Ils servent à établir un dialogue entre les vivants et les esprits par les différents rythmes qui sont joués. Les sons sont alors des vibrations envoyées aux esprits. Il y a aussi les danses rituelles et les offrandes. Les danses peuvent alors servir à appeler les esprits, les apaiser ou encore les célébrer. Et les offrandes, dits sacrifices, sont des demandes de nourriture, plantes, boissons, des défunts qui se manifestent. Par exemple, essayons de comparer ça un instant.
aux Égyptiens. Les Égyptiens qui mettaient dans les tombeaux des vivres, du matériel, des céréales, du lait, du beurre, de l'huile, des encens. Ils imaginaient alors du coup que le défunt pouvait emporter cela avec lui de l'autre côté et que cela le servirait pour la suite de sa quête, de sa mission dans l'au-delà. On pourrait même comparer ça à nous qui offrons des fleurs aux tombes de nos défunts. Enfin, un concept central des traditions africaines est celui de l'équilibre. Les vaudounes et les esprits ne sont ni bons ni mauvais. Ils représentent des forces naturelles qu'il faut respecter, mais surtout équilibrer. Si cet équilibre est rompu, par exemple par un manque de respect ou un acte immoral, comme l'utilisation de ces secrets, de ces forces divines pour mal agir, cela peut entraîner des conséquences négatives, comme des maladies ou encore des catastrophes naturelles. Je tiens à préciser aussi que les traditions et spiritualités africaines ont pour but ultime d'œuvrer pour la lumière, et pas l'inverse comme Hollywood veut nous faire croire ou comme la propagande coloniale a voulu nous faire croire. Dans cette vision du monde spirituel, la nature, les humains et les esprits, tout est connecté. Et donc ça nous rappelle et ça insiste sur le fait qu'il faut vivre en harmonie avec notre environnement et notre communauté. Qu'il est aussi important de préserver et de prendre soin. C'est un peu les règles d'or des spiritualités africaines. Car tout ce que les spiritualités africaines utilisent se trouve dans la nature, ce qui fait de la nature un endroit sacré. J'aimerais aussi vous parler de moments marquants dans l'histoire du vaudou, et surtout le vaudou haïtien. Le vaudou ne s'est pas seulement développé comme une pratique spirituelle, il a aussi joué un rôle clé dans l'histoire d'Haïti et de la diaspora africaine. Pour le contexte historique, avec l'arrivée des Européens et la traite négrière entre le XVIe et le XIXe siècle, il y a eu des millions d'hommes et de femmes qui ont été arrachés à leurs terres et déportés vers les Amériques. Mais malgré cette violence, ils ont emporté avec eux leurs croyances et leurs traditions. Ce vaudou africain a traversé l'Atlantique et s'est transformé dans les plantations où ces personnes qui ont été arrachées à leurs terres ont été réduites en esclavage. Et à Haïti, ces pratiques se sont mêlées au catholicisme imposé par les colons. Les esclaves ont dissimulé leur esprit sous le nom de saints chrétiens, comme Legba qui devient alors Saint Pierre, Erzuli qui devient la Vierge Marie, et ainsi de suite. Et entre le XVIIe et le XIXe siècle, Saint-Domingue, l'actuel Haïti, était une colonie française. Et c'est même grâce au travail forcé des esclaves qu'elle est devenue la colonie la plus prospère du monde. Ils produisaient en grande partie tout le sucre consommé en Europe. Ces personnes, ces esclaves africains, principalement originaires des régions Fon, Congo et Yoruba, sont soumis à des conditions inhumaines. Mais leurs traditions, leur foi et leurs croyances font qu'ils tiennent debout. Ils s'adaptent. Ils permettent au vaudou de survivre et même d'évoluer. Les vaudounes africains sont devenus donc des loas et les rituels se sont mêlés aux prières catholiques pour tromper les maîtres. Mais avez-vous déjà entendu parler du bois caïman? C'est là que je veux en venir. Le bois caïman est un événement fondateur. C'est dans la nuit du 14 août 1791 qu'il y a une cérémonie vaudou qui a lieu. Cette cérémonie aura donc lieu à Bois Caïman, un lieu reculé dans le nord d'Haïti. Elle sera dirigée par un prêtre vaudou, Doti Bokman, et une prêtresse connue sous le nom de Cécile Fatimon. Et cette cérémonie a rassemblé des esclaves venant de différentes plantations. Pendant les rituels, durant cette nuit, un pacte spirituel a été établi. À la demande des esprits, les participants ont juré de se libérer du joug colonial. Les esprits, les loas, ont été invoqués pour protéger les esclaves dans leur lutte. Et cette cérémonie-là, qui a marqué le début de la révolution haïtienne, en a suivi une série de révoltes qui ont mené à l'indépendance d'Haïti en 1804. Ce qui a fait d'elle la première république noire libre au monde. Donc vous vous rendez compte, une cérémonie, une croyance, une spiritualité a mené à la libération d'esclaves. Et c'est après 1804 que le vaudou est devenu un pilier de l'identité haïtienne. Il représentait non seulement la spiritualité du peuple, mais aussi du coup un symbole de résistance contre le colonialisme et l'esclavage. Cependant, l'élite haïtienne, influencée par les normes européennes et le christianisme, ont souvent cherché à marginaliser le vaudou. Le catholicisme était et est encore considéré comme plus civilisé. Et donc, dans les années qui ont suivi l'indépendance, le vaudou a été stigmatisé par les gouvernements haïtiens de manière successive. Des campagnes anti-vaudou ont été menées notamment sous la présidence de François Duvalier
qu'on appelle aussi Papa Doc, dans les années 1960. Et ce qui est fou, c'est que lui-même a utilisé certains symboles vaudous pour renforcer son pouvoir. Donc c'est vraiment là l'hôpital qui se fout de la charité. Et puis il y a eu aussi Hollywood qui est venu renforcer tous ces clichés dans les années 1900. Il a associé le vaudou à des pratiques fictives comme la magie noire, les malédictions et les zombies. Et ça c'est très bien illustré dans le film White Zombie qui est sorti en 1932. Donc il y a vraiment eu un programme de stigmatisation, de décrédibilisation, de diabolisation d'une pratique ancestrale. Ça se passe encore à l'heure d'aujourd'hui. Je ne sais pas si on se rend compte, ça se passe à l'heure d'aujourd'hui avec les peuples autochtones d'Amérique latine, ça se passe aujourd'hui avec les peuples autochtones d'Afrique encore, les peuples autochtones d'Asie, ça se passe partout dans le monde. Soit. Malgré cette stigmatisation, les Haïtiens ont continué à pratiquer le vaudou comme une partie essentielle de leur identité. Et en 2003, le vaudou a été officiellement reconnu comme une religion par le gouvernement haïtien. Et avec l'immigration haïtienne, le vaudou s'est répandu dans le monde, dans des pays comme les États-Unis, le Canada ou encore la France. Dans la diaspora, le vaudou est devenu un symbole de fierté culturelle pour les Haïtiens. Mais il reste encore méconnu et parfois, voire souvent, mal compris par les autres communautés. Donc, dans toutes ces traditions, chaque élément de la nature, les rivières, les montagnes, les arbres, sont habités par une force spirituelle. Mais ce qui est magnifique à l'heure d'aujourd'hui, c'est que l'Afrique peut raconter sa propre version de l'histoire, parler elle-même de ses pratiques, de ses spiritualités et des valeurs que cela enseigne. Une connexion au vivant, simplement. Une connexion aux forces spirituelles qui nous entourent, étant donné que dans toutes ces traditions, chaque élément de la nature, les rivières, les montagnes, les arbres, est habité par une force spirituelle. Cela appuie le fait que nous sommes juste pas tout seuls et que nous formons un avec tout ce qui nous entoure. Donc, de la traite négrière à la révolution haïtienne, en passant par sa place dans la culture moderne, le vaudou est bien plus qu'une spiritualité. Le vaudou, c'est le témoignage d'une richesse culturelle, le témoignage de l'Afrique précoloniale. Il continue et continuera de briller comme un symbole d'espoir, de résilience pour les peuples haïtiens et sa diaspora. Il continuera de vivre. J'espère que tu as appris quelque chose, ou au moins que tu t'es fait un avis différent sur ce qu'était le vaudou, ou que simplement tu as aimé cette vidéo. En tout cas, si c'est le cas, il ne faut pas hésiter à partager. Pensez à liker, à vous abonner, à activer la cloche, car il faut savoir que chaque partage aide à une déconstruction des clichés et à célébrer la richesse de nos traditions. En tout cas, merci d'avoir voyagé avec moi à travers les racines du vaudou. Moi, c'est Kipili et vous êtes sur Racine. Que les ancêtres vous protègent et vous guident toujours. À très bientôt. Ciao Rastafari.